bonjour à toutes et à tous. Je vous assure que c'est beaucoup plus impressionnant que ce qu'on peut imaginer, d'autant plus que, vu d'ici, on ne sait pas où vous vous arrêtez parce que vous êtes dans le noir. Donc, alors, intergénération, comment l'inventer quand tout change? Intergénération d'abord. Nous vivons dans les sociétés occidentales, dans la France en particulier, une situation étrange, étonnante. Nous atteignons désormais des âges auxquels nos parents et grands-parents n'auraient même pas pu penser, et ce qui devrait constituer fondamentalement une bonne nouvelle, l'avancée en âge de la population, est vécu le plus souvent comme un problème, comme une maladie, voire comme un délit. 2 ou 3 mots d'explication. Le vieillissement de la population vécu comme un problème. 1918, un sociologue célèbre, Alfred Sauvy, donne une conférence devant ce que l'on appelait à l'époque la Société de statistique de Paris, qui allait devenir quelques années plus tard l'Institut national des études démographiques. Il donne une conférence au cours de laquelle il essaie de se projeter loin dans l'avenir en disant « Attention, la structure de la population française se transforme et nous commençons à assister, et nous assisterons de plus en plus à une augmentation de l'espérance de vie », voilà, le terme est lancé, et cette augmentation de l'espérance de vie devrait logiquement produire un vieillissement de la population auquel il nous faudra nous préparer, phénomène qu'il faudra accueillir, sans quoi ce phénomène poserait problème. On ne retiendra de la conférence d'Alfred Sauvy, 1918, c'est dire s'il était gestionnaire, on ne retiendra au fond qu'une expression qui vient condenser 50 ans d'histoire, le problème du vieillissement de la population. C'est fait, la formule est lancée, elle fait des ravages partout, et nous avons une extraordinaire tendance à accepter le problème du vieillissement de la population. Mais si nous-mêmes, nous construisons notre représentation du vieillissement comme un problème, qui viendra nous dire que ce vieillissement, c'est peut-être une chance personnelle, individuelle et sans doute collective? Le problème du vieillissement de la population. Et pour traiter le problème, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on appelle très vite les spécialistes. Alors, pour répondre aux questions des auditeurs ce soir, alors clin d'œil aux journalistes, pour répondre aux questions des auditeurs, je recevrai le professeur Intel, le docteur machin, et encore le docteur. Et ce faisant, ça y est, nous transformons le problème en maladie. Regardez ce qui s'est passé au cours des 50, 60 dernières années. Vous avez vu comment, avec notre consentement et notre participation, nous avons séquencé la vie d'un individu en une succession de phases qui, chacune, sont devenues des spécialités médicales. J'ai essayé de faire vite, mais regardons, la grossesse est devenue une spécialité médicale, dont le spécialiste est le gynécologue, l'accouchement, dont le spécialiste est l'obstétricien, l'enfance, une spécialité médicale dont le spécialiste est le pédiatre, l'adolescence, une spécialité médicale dont le spécialiste est le pédopsychiatre, parce qu'en plus, les adolescents sont un peu barges, c'est bien connu, donc il faut au moins un psy pour pouvoir, etc., etc. Lorsque l'enfant grandit, une armée de psychologues avec des batteries de tests le guette pour évaluer l'acquisition de son autonomie, et déjà, une armée de gérontologues me guette
avec des batteries de tests qu'on appelle grille-agir et autres inventions dramatiques pour évaluer ma perte d'autonomie. Qu'est-ce qui me reste? Ficelé. Il y a un tout petit peu plus d'un an, j'avais la chance d'être invité à un colloque gigantesque à l'UNESCO à Paris, un colloque international sur des questions autour de l'avancée en âge de la population, et je fais une intervention dans laquelle je développe quelques idées de ce genre, et j'avais à la tribune avec moi un professeur de gériatrie américain, professeur à Los Angeles, que personnellement je ne connaissais pas, et qui, au moment où je termine mon exposé, il y avait normalement quelques échanges avec la salle, prend la parole pour dire... alors, il parlait en anglais, donc moi j'avais un casque avec des écouteurs sur les oreilles, et j'entends... je savais bien qu'en venant en France, je risquais de rencontrer quelques sociologues un peu demeurés qui refuseraient de faire de la vieillesse une maladie. Ah, alors, le un peu demeuré m'a pas fait plaisir, je vous l'avoue. Donc j'ai hésité à entrer en conflit, mais alors je lui demande de s'expliquer, et il développe, il dit que ça vous plaise ou non, la vieillesse est une maladie, et il ajoute, comme le sida. Alors, je lui demande d'aller plus loin, et il me dit, mais oui, le sida, c'est une maladie, on n'en meurt pas, mais elle fait le lit des maladies opportunes dont on mourra. Eh bien, la vieillesse, on n'en meurt pas, mais elle fait le lit des maladies opportunes dont on mourra. Moi qui espérais mourir de ma belle mort, c'est-à-dire au bout de l'âge, mourir d'arrêter de vivre, mourir d'avoir vécu, mourir. Et vous voyez comment, de représentation négative en représentation négative, nous ne sommes même plus surpris qu'aujourd'hui en France existent des diplômes universitaires de médecine anti-âge. Vous avez vu comment on parle des diplômes de médecine universitaire anti-âge? Je croyais que la vocation de la médecine était de m'accompagner jusqu'au... Non, non, non. Anti-âge. Il va falloir désormais lutter contre l'âge. Je ne sais pas comment on fait en plus. Du coup, cette construction de représentation négative autour de la vieillesse nous conduit à faire subrepticement de la vieillesse non seulement un problème, potentiellement une maladie, et vous avez peut-être reçu de vos caisses de retraite un jour ou l'autre une invitation à une soirée intitulée « Prévention du vieillissement ». Prévention du vieillissement, mais non! Prévention des problèmes qui parfois accompagnent, oui, prévention des maladies qui parfois accompagnent, d'accord? Mais prévention du vieillissement. Bref, du coup, nous construisons de la vieillesse des représentations négatives qui tendent à faire de cette vieillesse un délit. Alors, le mot peut vous paraître un peu scandaleux, mais je le fais exprès, un délit dont se rendent coupables tous ces vieux qui n'ont pas l'élégance, le savoir-vivre de quitter la scène avant de goûter. Voilà. Et du coup, ça y est, on sait pourquoi c'est un problème, on a peur que ça devienne un problème économique, et on oublie de regarder l'avancée en âge de la population comme une chance économique pour un pays comme le nôtre. On attend normalement, grâce au développement de la silver economy, par ailleurs critiquable, mais qu'est-ce qui ne le serait pas, on attend d'ici, dans les 5 ans qui viennent, la création dans un pays comme le nôtre d'au moins 300 000 emplois. Ben, écoutez, il y a pire quand même, enfin, bref.
Nous vieillissons, personnellement, nous vieillissons ensemble, nous sommes de plus en plus nombreux à atteindre des âges de plus en plus élevés, augmentation de l'espérance de vie, et vous savez qu'elle est parvenue aujourd'hui à des chiffres incroyables, 86 ans pour les femmes, 80 ans pour les hommes, voilà. Au fur et à mesure que cette espérance de vie augmente, ce qu'il ne faudrait pas oublier de souligner, c'est que c'est d'abord l'espérance de vie en bonne santé physique et mentale qui augmente, et que par conséquent, quand l'espérance de vie augmente, l'âge pour les problèmes recule. Du coup, le vieillissement de la population est d'abord une excellente nouvelle dont nous devrions nous faire porteurs pour la partager. Alors, situation nouvelle, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous sommes vieux, aussi nombreux à devenir vieux. Dans un monde en transformation. Un monde en transformation, et je vais essayer, alors, affirmer cela, c'est d'une banalité, évidemment, presque grotesque, j'en ai conscience. Je vais donc essayer de pointer quelques éléments de ces transformations, mais je laisserai de côté une multitude de transformations qui auraient au moins autant d'importance que celles que je vais essayer de pointer, mais c'est un petit peu la règle du jeu, vous vous en doutez bien. Un monde en transformation qui nous impose, finalement, de n'avoir le droit de vieillir qu'à condition de rester jeune. Et je force un peu dans ma manière de dire les choses, mais j'imagine que nous avons tous ici l'expérience de situations dans lesquelles nous avons été témoins de dénigrement de la vieillesse. Pourquoi ? Ben simplement parce qu'on ne peut pas vieillir et rester jeune. Et que, bien sûr, on m'a déjà fait le coup de la crème anti-rides. Mais enfin, alors, ça marche, hein, vous avez vu. Pire, on m'a fait le coup de la crème anti-âge. Mais enfin, voilà. Nous avons le droit de vieillir à condition de rester jeune, c'est-à-dire que ça ne se voit pas, que ça ne se sache pas, que ça ne coûte pas. Absurdité de cette situation, paradoxe de cette situation, comment jouir de sa vieillesse si nous n'avons pas le droit de nous y épanouir? Comment imaginer tisser des rapports entre les générations si nous-mêmes, les plus âgés de nos contemporains, dénigrons notre propre vieillesse et si nous acceptons ce discours disqualifiant? Comment pourrions-nous tisser des relations entre les générations si nous acceptons ces représentations négatives, cette disqualification de la vieillesse qui implique presque automatiquement en retour une disqualification au moins aussi absurde de la jeunesse, d'accord? Ces jeunes incapables, ces jeunes feignants, ces jeunes qui n'ont envie de rien, ces jeunes qui ne veulent pas s'impliquer, ces jeunes qui ne sont pas foutus de s'engager, ces jeunes, alors que ces jeunes sont en train de faire le monde dans lequel nous aurons à vieillir, et plus nous dialoguerons avec eux, plus nous leur donnerons des chances d'hériter de l'histoire, et plus ils nous donneront des chances de jouir du monde dans lequel nous avons à vieillir. Un monde en transformation, tout change, même si c'est une banalité de le dire, en même temps que l'espérance de vie augmente, nos modes de vie se transforment, et ces transformations, nous le savons, sont dues à une multitude de facteurs: industrialisation, mondialisation des rapports marchands, modification du rapport à l'espace, modification du rapport à la vitesse, etc., etc.
je voudrais dans ces transformations pointer quelques éléments qui viennent modifier considérablement la structure même des relations sociales et tout particulièrement des relations familiales et des relations entre les générations. D'abord, dispersion géographique. Vous l'avez évoqué, madame, tout à l'heure, dispersion géographique, il n'est plus rare que nos enfants, petits-enfants, ne vivent pas dans la même ville, dans le même département, dans la même région, dans le même pays que leurs parents, et à plus forte raison que leurs grands-parents. En 1950, un Français, alors pardonnez-moi mesdames, un homme, parce qu'en 1950, les femmes, on va quand même pas s'attarder à faire des statistiques, hein, d'accord. Donc, un homme naissait, se mariait, travaillait et mourait dans un rayon de 50 km autour de son lieu de naissance. 50 km. Un bon marcheur le fait à pied dans la journée. D'accord ? Eh bien, notre rapport à l'espace est tellement modifié, tellement dispersion géographique. Du coup, les distances entre les lieux de résidence des uns et des autres ne cessent d'augmenter, même si les moyens de transport sont censés abolir l'espace. Moyens de transport toujours de plus en plus rapides sont censés abolir l'espace. N'empêche que quand vos enfants vivent à 500 km, 5000 km, vivent à 22, 24, 25 heures d'avion avec escale, alors vous me direz, oui, mais il y a Skype. Ah ben bien sûr, formidable Skype. Mais le petit Robinson dont vous parliez tout à l'heure, madame, j'ai déjà essayé de le bercer sur Skype. Mais, oui, il se marre quand il entend la voix de son grand-père lui chanter une berceuse, mais c'est quand même beaucoup moins bien qu'en vrai, vous voyez. Mais c'est beaucoup mieux que s'il n'y avait rien, d'accord ? Bien sûr. Dispersion géographique de nos unités familiales, comment inventer des relations entre les générations à l'intérieur de cette dispersion géographique. Second élément extrêmement important, je crois, de transformation de ce monde, notre rapport au temps s'est modifié, se modifie. Nous vivons aujourd'hui dans une société de l'instant, société de l'immédiateté, société du temps réel, dit-on, et pour essayer de me faire comprendre, permettez-moi une image. Je me souviens de ma grand-mère maternelle, ma mère même, allant m'acheter à Fontenay, à la Maison de Paris, il y en a parmi vous qui ont connu ça, d'accord, m'allant m'acheter un veston. Alors, imaginez qu'aujourd'hui, vous entriez dans une boutique de fringues pour mecs, bonjour, je voudrais un veston. Ou mieux encore, une gabardine. Oh là là! Bref, donc elle venait m'acheter un veston. Et une certaine manière de toucher, de palper le drap, le lainage, lui permettait de savoir si la qualité était suffisante pour que le vêtement dure. Bien. Elle pouvait donc accepter de le payer un tout petit peu plus cher si, je dis un tout petit peu parce qu'il ne faut quand même pas croire qu'il y avait beaucoup de pognon, mais un peu plus cher si elle avait. Il y a longtemps déjà que nous acceptons de payer nos vêtements plus chers, non pas pour qu'ils durent, mais bien qu'ils ne durent pas. Simplement pour qu'ils soient à la mode. Pire, depuis quelque temps, nous acceptons de payer les vêtements plus chers, non seulement bien qu'ils ne durent pas, mais pour qu'ils ne durent pas. Serge Latouche, obsolescence programmée. D'accord ? Pour qu'ils ne durent pas. L'exemple emblématique, vous avez vu vos enfants ou petits-enfants aller s'acheter des jeans pré-déchirés. Voilà.
On n'irait même pas faire le jardin avec, parce que je prends le jean prédéchiré comme emblème de cette transformation du rapport au temps qui fait que il nous faut acheter, utiliser, jeter, recycler, racheter, etc. D'accord? Et cette société qui voudrait inventer le développement durable risque de n'inventer que le développement durable, mais alors qu'elle a sous les yeux un extraordinaire modèle de développement durable, les vieux. Il en faut du temps. Merci. Il en faut du temps pour faire un vieux. Il faut beaucoup de temps pour faire un très vieux. Les vieux, ça dure, ça n'en finit pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans cette société de l'instant, société de l'éphémère, qui prétend gérer en temps réel, en flux tendu, sans délai, la durée est devenue insupportable. C'est dans cette société que nous avons à vieillir avec des petits-enfants dans l'urgence de l'instant, avec lesquels nous avons à rejoindre et qui ont à nous rejoindre à l'intérieur de structures familiales qui connaissent d'extraordinaires transformations. Je m'explique. On a évoqué déjà à plusieurs reprises, Michel Chevalet l'a fait tout à l'heure à sa manière, on a évoqué les transformations des modes de production, notamment transformation des modes de production agricoles. Mais pour construire l'Europe, on a voulu rendre les agricultures de nos pays interdépendantes, les économies au-delà interdépendantes, parce que si nos économies devenaient interdépendantes, alors nous n'irions plus détruire l'autre, parce que le détruisant, nous nous détruirions nous-mêmes, etc., etc. Et du coup, on a vu arriver, comme vous le disiez, le tracteur, la moissonneuse-batteuse, etc. Seulement, pour payer le tracteur et la moissonneuse-batteuse, il faut dégager des profits, des bénéfices, pour rembourser les dettes, etc. Et du coup, moins nous serons nombreux à vivre sur la ferme, plus nous aurons des chances de dégager. Quand je dis sur la ferme, ça y est, je date, c'est pas vrai, ce n'est plus une ferme, c'est devenu une exploitation agricole, le paysan est devenu un exploitant agricole, est devenu, etc. Du coup, moins nous serons nombreux, alors les enfants, l'un d'eux va rester sur la ferme, et puis les autres vont partir à la ville, reconstruction, 30 glorieuses, il y a du travail à la ville, ils arriveront à la ville pour habiter où? Eh bien on va construire sur des zones à urbaniser en priorité, ZUP, des habitations à loyer modéré qui vont faire 10 étages, ils regarderont ça en disant on va quand même pas aller habiter dans des cages à lapins, parce que les références rurales sont présentes, mais bien sûr que si, ils iront de toute façon où voulez-vous qu'ils aillent. Donc, ils iront habiter dans les cages à lapins et ne resteront sur l'exploitation agricole qu'un couple et leurs enfants de moins en moins nombreux. Alors, un couple, mais celui qui va reprendre l'exploitation, comme on dit, hein, celui qui, comme on disait, celui qui va reprendre, et les vieux là-dedans. Eh bien, les vieux, comme on n'a plus besoin des domestiques, on va réaménager la dépendance qui servait à les habiter, et puis les vieux habiteront là, et puis si jamais il dure encore un peu, ça tombe bien, monsieur le maire a fait ouvrir une maison de retraite, et ils iront à la maison de retraite, où ils vivront, je cite, l'expression était fabuleuse, ici on est comme des coqs en pâte. C'est dire l'enracinement, d'accord? Bien. Alors,
ne reste sur l'exploitation qu'un couple et leurs enfants peu nombreux, mais dans l'appartement du 15e étage vivent un couple et leurs enfants de moins en moins nombreux. On parlait de 1968, oui, 68 est arrivé, ça y est, et les femmes partout en France ont défilé dans les rues en disant « Mon ventre m'appartient, un enfant si je veux, quand je veux ». Et du coup, on a vu arriver la contraception, des méthodes beaucoup plus fiables qu'Augineau et son petit frère, et forcément, les femmes ont commencé à maîtriser le nombre d'enfants, réduction, dans un premier temps, réduction de ces univers familiaux, réduction du nombre d'éléments constituant la famille, dislocation de ces unités familiales à 3 générations, décohabitation, mais dans ces unités familiales, à la ville comme à la campagne, arrive un élément extrêmement nouveau que Michel Chevalet a largement contribué à diffuser, la télévision. Ça y est, la télé débarque dans nos unités d'habitation et avec elle le canapé, parce que si on n'a pas de canapé, comment on va faire pour regarder la télé? Donc le canapé et l'écran de télévision. Et qu'est-ce qu'on regarde? Dallas. Qu'est-ce que c'est que Dallas? Une histoire de fric et des histoires de... Hein? T'es plus avec elle? Non, non, je suis non plus, mais de décomposition, recomposition, redécomposition, d'unités familiales multiples. Et voilà que les modèles familiaux avec lesquels nous avions vécu, nous avions grandi, commencent à voler en éclats. Dissociation des couples, on invente l'expression de famille décomposée, de famille monoparentale, ce qui permettra, et je m'en réjouis, à des femmes seules avec enfants de percevoir des prestations familiales auxquelles elles n'auraient pas droit si leur situation n'était pas reconnue comme familiale, précisément. Vous voyez que tout a volé en éclats. L'unité familiale dont on pouvait décompter les membres est aujourd'hui devenue une constellation familiale. L'unité d'habitation ne suffit plus à faire la famille, le droit ne suffit plus à faire la famille, le sang ne suffit plus à faire la famille. Plus que jamais, c'est sans doute le choix qui fait la famille, sont de la même famille, au-delà du sang. Et le sang, c'était une manière élégante de parler évidemment de toute autre chose, c'est-à-dire de ne pas nommer l'innommable, le sperme. Pardonnez-moi, mais vous vous souvenez que quand il y avait divorce ou veuvage, puis remariage, on regardait les enfants en disant « Oui, ils sont frères et sœurs, mais pas du même lit. » De quoi parle-t-on? D'accord? Donc, ce qui fait la famille aujourd'hui, ce n'est certainement plus l'unité d'habitation, le droit, le sang, plus que jamais, sans doute, le choix. Sont de la même famille ceux qui choisissent de se relier durablement. Sont de la même famille ceux qui choisissent durablement de tisser des relations intergénérationnelles à l'intérieur d'un espace social que l'on continue à dénommer famille et qui a peu de choses à voir avec les familles d'où nous venons, ou la sacro-sainte famille que nous avons tous plus ou moins en tête, le père, la mère et les enfants. Du coup, dans ces unités familiales se produisent en même temps 2 phénomènes, le vieillissement et la restructuration des unités familiales, ce qui amène des familles à des familles multigénérationnelles. On se souvient des familles à 3 générations, mais 4 générations, c'est désormais très fréquent. 5 générations concomitantes, ce n'est même plus rare. Pour faire vite, imaginez
la génération des 55-60 ans, celle que je vais appeler la génération pivot, d'accord? Parce qu'elle est au pivot des rapports entre les générations. 55-60 ans, ils ont des enfants qui ont à peu près 30 ans, qui eux-mêmes ont des enfants entre 0 et 5, ça y est, 1, 2, 3 étages. À 55 ans, on a encore 1, voire 2 de ses propres parents et beaux-parents entre 75 et 85 ans. Mais quand on a 75 ans, on peut très bien avoir encore, surtout sa mère, parce que l'espérance de vie différentielle homme-femme, etc., sur plutôt sa mère, qui se balade entre 95 et 105 ans. 5 générations, c'est la première fois dans notre histoire que ce phénomène se produit, et nous ne savons pas vivre avec. Nous savons vivre à 3 générations, nous savions vivre à 3 générations des relations contraintes. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de vivre à 3 générations des relations choisies, libres, libérées de ces obligations. Et je n'ai pas le temps de développer, mais il faudrait parler du statut des femmes en 1950, 1960, dans ces familles à 3 générations qui cohabitent, etc., dans une cohabitation contrainte, forcée, non choisie. Vous savez, celle qu'on appelait les pièces rapportées, ma bru. Ce terme tellement affectueux, élégant. Nous ne penserons pas les rapports entre générations sans prendre en considération la situation toute particulière de cette génération que j'ai appelée pivot, 55-60 ans, mais vous avez le droit de décaler mes chiffres, ça ne me fait rien qu'ils aient plutôt 53 ou 62, hein, on est d'accord. Donc nous ne penserons pas les rapports sans prendre en considération la situation très particulière de cette génération, et dans cette génération, la situation des femmes. Pourquoi? Non pas que les hommes s'en désintéressent, mais culturellement, dans ces générations-là, ce sont encore les femmes, malgré toute l'histoire du féminisme, et grâce à elle en partie, mais au-delà de l'histoire du féminisme, de la libération des femmes, au-delà, nous sommes encore culturellement dans une répartition des rôles hommes-femmes qui vient attribuer aux femmes plutôt le rôle d'éducation, plutôt le rôle de soins, plutôt le rôle d'attention aux générations les plus jeunes et aux générations les plus âgées, même si les hommes, et je m'en réjouis, de plus en plus s'impliquent là-dedans, mais quand même, aujourd'hui en France, vous regardez le terme que l'on trouve de plus en plus fréquent, le terme d'aidant, à propos de personnes âgées qui sont devenues dépendantes, etc., et qui ne tiennent que parce qu'elles sont entourées d'aidants. 3 aidants sur 4 sont des aidantes. D'accord? Donc, et où sont-elles? Dans cette génération-là, une génération qui se fait ce que j'appelle volontiers un devoir de loyauté, un devoir moral de loyauté envers les générations qui l'ont précédé. On est donc dans une situation inédite, paradoxale. Nous ne sommes plus contraints d'habiter ensemble, sous le même toit, à 3 ou 4 générations, mais le rétrécissement des unités familiales est compensé par le réclatement qui multiplie les partenaires potentiels à l'intérieur de constellations familiales de moins en moins formelles, de moins en moins contraintes, mais potentiellement plus libres. La famille, telle que nous la connaissions, a disparu, pour autant, les familles ne disparaissent pas, elles se transforment. Lorsque les choses changent, n'ayant pas en tête le modèle, il est possible que je ne sache pas les voir, pourtant, les familles se transportent et ils se transforment, se transportent aussi d'ailleurs, se transforment, et il est clair que nos enfants et petits-enfants ne reproduisent pas exactement les modèles familiaux dans lesquels nous avons grandi, que nous-mêmes nous avons créés, que nous avons voulu transmettre, etc.
transmission entre les générations, il me semble que cette transmission peut se jouer sur deux niveaux. Le niveau microsocial, nous sommes là dans le cercle familial ou pseudo-familial, et également au niveau macrosocial. Alors d'abord au niveau microsocial, c'est le niveau où se passent ces choses délicieuses des relations entre petits-enfants et grands-parents, et pourquoi pas arrière-grands-parents. Il y a d'abord l'affection. Alors là, j'invite toutes les grand-mères et tous les grands-pères de l'assistance à se souvenir de la dernière fois où ils ont reçu un gigantesque bisou, un câlin merveilleux de la part de ces petits-enfants épatants, etc. Voilà. Et de la joie de ces petits-enfants lorsque cette grand-mère ou ce grand-père leur a ouvert les bras, les a... Ça, cette affection-là, elle a quelque chose d'absolument irremplaçable. Et puis, ces sentiments se vivent de façon incarnée, concrète. Et du coup, les rapports entre les générations ne sont pas que des relations d'affection, mais des relations qui viennent s'inscrire dans le quotidien, dans le réel. Je pense à l'entraide entre les générations, et tout se réinvente. Souvenez-vous, tous les gens de ma génération à moi. Allez, moi je viens d'avoir 70 balais. Voilà, donc tous les gens de ma génération, souvenez-vous, nous, on allait aider nos parents à repeindre les murs de la salle à manger, à poser un papier peint. Je ne sais quoi, aujourd'hui, ça s'est inversé. C'est nous qui allons aider nos enfants. C'est drôle quand même, ça. Quand c'est pas nos petits-enfants qui s'installent, ils viennent de louer un appart. Dis donc, papy, tu viendrais pas me poser un parquet flottant dans le... D'accord? Et puis, tu sais, mamie, ce serait quand même vachement bien si tu me faisais des conserves de haricots verts, parce que elles sont meilleures que... Vous voyez, entraide, réciprocité, multiplicité des services. Réciprocité parce que quand mon téléphone portable bug, il vaut mieux que je demande à l'aîné de mes petits-enfants de venir s'en occuper plutôt que de tenter de m'en occuper. Réciprocité des services, d'accord? C'est vrai pour le bricolage, l'entretien de la maison, etc. Et puis c'est vrai pour une multitude de choses à travers lesquelles se jouent les joies et les peines de la vie familiale. Je veux dire, c'est en famille que l'on vit la joie de la naissance, des naissances, même dans des familles incroyablement complexes, mais c'est comme ça, d'accord? Et puis c'est en famille que l'on vit aujourd'hui la peine, la tristesse du décès de l'un de ceux qui la composent. C'est en relation intergénérationnelle que l'on se réjouit du mariage, d'une rencontre, d'un succès, d'une réussite à un examen, et c'est dans ces relations qu'on pleure la mort des êtres que l'on a aimés, etc. Ces relations entre générations, elles prennent évidemment également une dimension économique et financière. Aujourd'hui en France, un retraité consacre en moyenne l'équivalent d'un mois de ses revenus pour le donner sous quelque forme que ce soit, argent liquide ou cadeau, aux générations qui suivent. L'équivalent d'un mois, c'est pas rien quand même, d'accord? Donc, il y a là de l'intergénérationnalité, des relations intergénérations qui s'incarnent de façon très concrète. Et puis, je ne voudrais pas oublier une dimension qui a, à mes yeux, beaucoup d'importance. C'est dans ces relations intergénérationnelles que se transmet une partie de l'accès à l'humour. C'est là que l'on rit. D'abord parce que mes petits-enfants se payent ma tête, d'accord?
et que c'est sympa quand même, ça, d'accord? Mes petits-enfants se payent ma tête, mais mes petits-enfants me font rire. Qui fait rire les vieux? Les jeunes. Donc, jusqu'à l'humour. Et puis je voudrais, parce que j'ai conscience que le temps a tourné, je voudrais aller vers la fin de mon propos en essayant de passer, non pas au niveau du rôle, non pas tellement au niveau du rôle que les générations peuvent jouer les unes par rapport aux autres dans ces rapports intergénérationnels, non pas tellement le rôle, mais plutôt la fonction. Alors, ça peut paraître subtil comme différence, mais regardez, c'est pas très difficile. Quand j'accueille mes petits-enfants, je joue mon rôle de grand-père. Et j'aime bien dire, quand j'accueille mes petits-enfants, alors souvent, on dit, est-ce que tu peux les garder Non, pas les garder, parce que moi, j'allais garder les vaches quand j'étais petit. D'accord? Donc non, pas les garder, les accueillir. Mais c'est autre chose, ça a une autre allure quand même, hein? Bon, allez, quand je les accueille, eh bien, mais en les accueillant, j'emmène mes petits-enfants, allez, par exemple, dans le jardin, tailler les rosiers. Ah, alors est-ce que vous taillez à 2 yeux ou à 3 yeux? Il y a 2 écoles en France de taille de rosiers. Et si vous ne savez pas quelle est la meilleure, je vais vous le dire. Parce que mon grand-père m'a... D'accord? Voilà. Et donc, quand le gamin me dit « Mais comment tu fais pour reconnaître les yeux sur... » Ça, transmission culturelle. Ça, c'est de la culture, dans tous les sens du mot culture. Mais à l'intérieur de la maison, lorsque, ensemble, on met la table, lorsqu'on prépare un repas, en faisant la cuisine ou en préparant l'esthétique d'une table, d'accord? Eh bien, on transmet de la culture. Et qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que d'expliquer à un enfant pourquoi on met la fourchette à gauche et la cuillère et le couteau à droite? Ah là là, d'accord? Et puis pourquoi on ne met pas les dents de la fourchette vers le haut, mais... Ah, ça dépend, ah bon. Et alors, dites-moi, dans le pot-au-feu, est-ce que vous mettez des patates? Il y a 2 grandes écoles de pot-au-feu en France. Voilà de la culture incarnée. Est-ce que vous passez la cince ou la serpillière? Quand même, d'accord? Et quand vous repassez les torchons de vaisselle, vous les repassez plus, les torchons de vaisselle? Attendez, est-ce que vous les pliez en 3 ou en 4? Mais il y a des familles où on s'engueule à cause de ça, d'accord? Parce que, ah ben on voit bien que c'est lui qui me l'a repassé, il me l'a encore plié en 4. Mais pourquoi tu veux les plier en 3? Parce que j'ai toujours fait comme ça. Pourquoi? Ma grand-mère, qui était repasseuse de son métier, ma grand-mère maternelle, qui était repasseuse de son métier, avait une réponse. Elle me disait, il faut plier le linge plat en 3 parce que c'est plus difficile. Et voilà la culture d'une femme. Quand elle m'a dit ça, je devais avoir 10 ans, on est donc en 1957. Et voilà la culture d'une femme, mais transmise. Alors, je continue à plier les torchons en 3, mais... et puis n'empêche que, vous voyez, à l'intérieur de cela, se transmet de la culture, se transmet de l'affection, se transmet l'histoire familiale. Et plus nos enfants et petits-enfants se font nomades d'un nouveau genre, qui parcourent le monde pour pouvoir travailler, pour pouvoir gagner leur vie, plus ils se font nomades, plus ils auront besoin de savoir d'où ils viennent, plus ils auront besoin de savoir où ont poussé leurs racines. Et je ne fais pas exprès d'utiliser ce terme, ou je fais exprès, j'en suis heureux, plus ils auront besoin de savoir où ont poussé leurs racines, dans quel terroir, de quel terroir ils sont issus, même si ce terroir est le centre-ville
d'une ville de 500 000 habitants, peu importe d'où ils viennent, où ont poussé leurs racines. À travers cela se joue une fonction d'enracinement, fonction symbolique d'enracinement. Et je termine avec une dernière dimension de cette fonction que j'aime bien appeler une fonction d'introduction au sacré. Je sais que j'emploie là un terme devenu très délicat, très difficile à employer. Ça y est, il va jouer les curés. Non. Introduction au sacré, vous pouvez avoir du sacré une analyse plutôt sur le registre du religieux, mais René Girard, dans un bouquin intitulé « La violence et le sacré », donnait du sacré la définition suivante: le sacré, c'est tout ce qui domine l'homme, d'autant plus sûrement que l'homme se croit capable de le dominer. Eh bien, le sens profond des rapports entre les générations, il est là. Un jour, un de mes petits-enfants, un matin au petit-déjeuner, quand il venait chez moi à l'époque, vous aviez l'impression le soir, au moment où il allait s'endormir, qu'il rassemblait toute son énergie pour bondir le plus tôt possible du pieu. Et du coup, sur le coup de 5h30, 6h, il déboulait « Grand-père, c'est l'heure !» Alors, rien de mieux à faire que de se lever, d'aller préparer le petit déjeuner pour lui, pour tout le monde, pour la famille, et puis on va dans le jardin donner à manger aux oiseaux, on va acheter une baguette, enfin bon, des moments de bonheur intense. Et puis, on s'assoit, l'un en face de l'autre, et il me dit « Tu sais, grand-père, il y a une question que je voulais te poser depuis longtemps. » Il avait 6 ans, 5 ans. « Il y a une question que je voulais te poser depuis longtemps. » Je t'écoute, mon chéri. Avant, quand t'étais pas né, est-ce que t'étais mort? Voilà. Quand t'étais pas né. Une fois déjà, il m'avait dit, quand t'étais petit au Moyen-Âge, est-ce que... Autrement dit, quand t'étais pas né, aussi loin qu'il puisse remonter dans l'histoire de l'humanité, d'accord? D'où vient l'homme? Là, voilà la question. D'où vient l'homme? Est-ce que tu étais mort? Où va l'homme? Est-ce qu'on peut parler de la vie et de la mort? Est-ce qu'on peut parler de la mort? Eh bien, la fonction sublime des plus âgés de nos contemporains, de chacun d'entre nous, dans ces relations entre les générations, au-delà de toute leur mise en scène sociétale provisoire, qui se transforme tout le temps, au-delà de tout ça, et sans doute de manière très pérenne, la fonction sublime des plus âgés, c'est certainement de permettre aux plus jeunes générations, dès l'enfance, de s'interroger sur la vie et la mort. Prenant conscience de la mort possible des plus vieux, ils prennent conscience de leur propre existence. D'où l'intérêt de les inscrire dans l'histoire, d'où l'intérêt de les inscrire dans un terroir, des racines, d'où l'intérêt de les inscrire dans des rapports familiaux, dans des rapports entre les générations, etc., etc. C'est Winnicott, psychologue, psychanalyste anglo-saxon, qui avait cette très belle expression. Il disait: pour élever des enfants qui n'aient pas peur de la vie, il faut qu'ils côtoient des vieillards qui n'aient pas peur de la mort. Eh bien voilà, pour élever des enfants qui n'aient pas peur, il faut qu'ils côtoient des vieillards qui n'aient pas peur de la mort. Vieillards, écoutez, nous n'en sommes pas... Mais ça vient, donc... le moment est venu d'être en relation entre les générations, et si nous y parvenons vraiment, alors, et je terminerai là-dessus, alors, Aragon, il se voit vieillir, il se tourne vers celle qu'il aime, Elsa, par-dessus tout, et il l'invite à penser
à sa propre vie, à sa vieillesse. Maintenant que la jeunesse s'éteint au carreau bleui, maintenant que la jeunesse machinale m'a trahi, maintenant que la jeunesse, tu t'en souviens, souviens-t'en, maintenant que la jeunesse chante à d'autres le printemps, maintenant que la jeunesse, sur d'autres chemins légers, maintenant que la jeunesse suit un nuage étranger, maintenant que la jeunesse a fui, voleur généreux, me laissant mon droit d'aînesse et l'argent de mes cheveux. Il fait beau à n'y pas croire, il fait beau comme jamais. Quel temps sans mémoire, on ne sait plus comment voir, ni se lever, ni s'asseoir. Il fait beau comme jamais. Alors écoutez, il fait beau, profitons-en.